pour dire bonjour à Bonjour, tout le monde. salut tout le monde. Euh, je me suis pas présentée, je suis Marie-Ève Goyer, je suis un médecin de famille, je suis la directrice scientifique de l'ESCODI, puis ça marche Karine, super. Yes. Je suis aussi dans mes autres chapeaux la co-gestionnaire de Vicky Kaseka au Centre-Sud. Mais là, je suis ici avec mon chapeau de directrice de l'ESCODI. Tu as déjà dit, je pense, d'entrée de jeu, Oui. euh, l'outil de recrutement médical. Malheureusement, on sentait que c'était pas vraiment le bon moment pour des raisons X de vous présenter ça, mais on vous reviendra par la suite. Ceci dit, je vous invite à le regarder quand même, cet outil-là, puis on pourra le mettre dans le chat. On ne sait pas à quel point toutes ces choses-là vont être remises en question, là, donc on trouvait qu'il fallait attendre que la poussière redescende un peu, malheureusement. Super. Merci Marie-Ève d'avoir pris le relais. Donc, je me lance. Donc, plan de la rencontre, je vais faire vraiment une présentation très brève là, de l'ESCODI parce que je pense que vous commencez à savoir qui qu'on est puis qu'est-ce qu'on fait. Mais je vais vous le faire pareil parce qu'on a toujours des nouvelles personnes qui se joignent à nous. Puis ensuite, on voulait vous partager l'outil qu'on a fait en 2023 sur l'optimisation de l'offre de services pour les populations en situation de précarité avec Adam, Adam Ménard, qui est pharmacien communautaire à Montréal, dans le centre-sud. Adam, est-ce que tu es avec nous? Tu veux dire un petit bonjour, ouvrir ta caméra? Oui, je suis là. Bonjour Adam, merci d'être avec nous. Et Bonjour. donc, on va parcourir brièvement cet outil-là, puis échanger avec vous pour voir s'il y a des enjeux, si vous avez des questions, s'il y a des choses qui pourraient vous aider. Donc, Adam va être là pour vous répondre avec Marie-Ève qui collabore, elle, comme quand elle met son chapeau de médecin dans une équipe clinique. Donc, ils seront là pour pouvoir répondre un peu, à voir avec vous s'il y a des enjeux, puis comment on peut vous aider. Et ce qu'on voulait vous proposer, c'est de parler de cas complexes en itinérance dépendance. On va faire on voulait vous proposer de faire une espèce de cas, de situation avec vous sur qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les gens quand ils ne rentrent pas dans la case d'hospitalisation ou d'hébergement CHSLD parce qu'ils ont des enjeux de suivre les cadres. Et ce qu'on souhaiterait, c'est de pouvoir faire émerger votre désir de partager ces cas-là dans nos rencontres qu'on a avec vous, qu'on a mis en place pour que vous puissiez apporter des cas de ce type-là ou de d'autres types que vous avez dans l'organisation de vos services quand vous vous cognez les orteils sur des enjeux d'organisation, de soutien, d'arrimage des soins, de trajectoire, puis vraiment de faire de cet espace-là votre espace où, entre pairs, on peut échanger, réfléchir, puis mettre de l'avant les solutions que vous avez trouvées indépendamment dans ces situations-là, là, d'où est-ce que vous êtes, puis de créer une espèce d'énergie entre nous quand on se rencontre pour pouvoir utiliser cet espace-là pour réfléchir ensemble. Fait que ce serait pas mal l'ordre du jour qu'on a à vous proposer aujourd'hui. Puis entre chaque présentation, on va laisser un maximum de temps pour que vous puissiez échanger avec nous et qu'on puisse réfléchir tout le monde ensemble. Donc, je me lance vite, vite. L'équipe de soutien clinique organisationnel en dépendance et itinérance a un mandat provincial pour soutenir tant le volet clinique que le volet organisationnel. On produit différentes choses et tout se trouve sur notre site web dépendanceitinérance.ca. Donc, je vous invite à aller fouiller dans ce site pour vous aider. Vous trouverez beaucoup d'outils qu'on a produits, mais de références aussi qu'on juge pertinentes qui pourraient vous aider et qui sont basées sur des données probantes et les meilleures pratiques en dépendance et en itinérance. On a un mandat de recueillir les données probantes, de créer des outils, de rédiger des propositions, d'offrir de la supervision clinique, d'offrir un soutien. Donc, vous pouvez nous écrire à escodi.ccsmtl à commercial, les3sgouv.qc.ca pour toute demande. Puis l'idée, bien, on va essayer de canaliser ces demandes-là à quel bon endroit on peut y répondre, soit dans une rencontre personnalisée avec les membres de votre équipe ou avec vous, ou de l'amener dans un espace de concertation concret parce qu'on a des discussions cliniques où est-ce qu'on parle de cas cliniques. On a des discussions de relations thérapeutiques où les cliniciens peuvent venir discuter de comment ça se passe la relation avec les personnes qui accompagnent, c'est quoi leur enjeu, comment on peut être sûr d'être bon puis d'être bien quand on travaille sans s'épuiser. Puis on a l'espace avec vous ce matin où est-ce qu'on réfléchit plus dans le volet organisationnel. Donc, il y a ces espaces-là quand vous nous envoyez des demandes, puis on va essayer de la remettre au bon endroit puis de répondre au mieux pour pouvoir vous accompagner.
On collabore avec plein de monde. Ce qui fait la force de l'ESCODI, ben, c'est vous. C'est le fait que vous soyez avec nous, c'est le fait que vous participiez, que vous nommez vos enjeux, puis que vous échangez vos réussites entre vous. Donc, l'ESCODI, c'est un peu vous et nous. Alors aujourd'hui, on voulait vous présenter l'outil pharmacien que l'ESCODI a fait. Si vous allez sur le site web, quand vous allez dans l'onglet Thèmes, si vous allez dans Outils cliniques, vous allez pouvoir voir, il y a une section pharmacien qui est là. Donc, je vous invite à le faire connaître cet espace-là à vos pharmaciens communautaires. Et pour commencer, je voulais qu'on se remette juste en rappel que parfois, on le sait que c'est difficile pour les patients qui sont en situation de vulnérabilité, précarité, les tannants, comme on appelle des fois, d'avoir accès à des soins en pharmacie parce qu'il y a des enjeux de collaboration des fois entre les patients et les pharmaciens, puis de vivre tout le monde ensemble. Vous le savez très bien, vous êtes aux premières loges. Je voulais juste vous rappeler que l'OPQ a rappelé à leurs membres l'importance de répondre aux besoins de ces populations-là. Donc, je vous ai mis un exemple ici, puis le PowerPoint va vous être partagé là, à la fin de la rencontre. Et vous pouvez avoir accès à ça. C'est un rappel que l'OPQ a fait à leurs membres de s'assurer de prendre en considération les besoins et d'offrir des services aux populations plus vulnérables dans les pharmacies communautaires. Si on veut travailler avec les pharmaciens, Adam va venir vous parler un peu de l'outil qu'on a fait à l'ESCODI en 2023, puis il va échanger avec Marie-Ève pour essayer de vous rendre ça le plus tangible possible, comment on peut bien collaborer avec un pharmacien communautaire, puis l'avantage de bien collaborer avec notre pharmacien communautaire. Mais en amont de ça, il y a un travail qu'on doit avoir, préparer les personnes avant d'aller en pharmacie communautaire. Vous le savez, la pharmacie communautaire, c'est un service de santé, mais ça a aussi un chapeau d'une entreprise privée qui doit pouvoir s'assurer de remettre des médicaments et d'être remboursé. Donc, il y a un travail en amont. Je vous ai mis ici l'outil qu'on avait fait sur comment accompagner les personnes en situation d'itinérance dans l'ensemble du réseau de la santé pour s'assurer qu'ils puissent avoir accès aux soins. Puis je vous ai mis juste une partie là, de l'outil qui marque l'importance d'avoir que la personne, avant qu'on l'envoie voir un pharmacien, qui ait une carte RAMQ valide et s'assurer surtout qu'il y a une couverture active du régime public d'assurance médicaments si la personne n'a pas une couverture privée. Donc, si on veut bien collaborer avec notre pharmacien, il faut qu'on s'assure que nos équipes préalablement ont réfléchi à ce que ce bout-là administratif ait lieu pour que le pharmacien puisse bien travailler puis offrir les soins aux personnes qui vont se présenter à leur comptoir. Oui, Marie-Ève. Oui, juste, on pourra en parler dans la discussion si vous voulez, mais j'invite les équipes qui sont ici, qui ont quand même un grand débit de personnes sans couverture, sans carte, à instaurer le PACAM dans votre équipe. Nous, ça a changé la vie de nos patients là, au CIUS Centre-Sud. On a plusieurs de nos équipes où on fait le programme allégé là, pour les personnes en situation d'itinérance. On identifie, on fait la carte. C'est tellement un win pour l'accessibilité là, de vos usagers. Puis, dépendant de où vous êtes physiquement, des fois, on se regroupe à plusieurs équipes, puis on a comme une place où on la fait. C'est un game changer parce qu'après ça, vous ouvrez la porte pour un médecin de famille, l'hospitalisation, le CRDS, un médecin spécialiste. En tout cas, je vous l'ai mis dans le chat, la procédure. Puis, tu sais, c'est vraiment pas compliqué techniquement. Là, on achète une espèce de petit. On prend un sel puis une petite imprimante chipette photo. Fait que c'est facile à faire. Mais on pourra en reparler si vous avez des besoins là, concrets au niveau de ça pour vos équipes. Puis, pour ceux d'entre vous qui font de la santé mentale aussi au niveau de la gestion. Ça l'aide beaucoup, les psychiatres aussi et toutes les équipes, là, cette procédure-là. Donc, super, Marie-Ève, d'avoir ajouté ce point de la facilité à laquelle on peut rendre accessibles les services de nos pharmaciens communautaires. Donc, là, je ne vois pas Adam, mais Oui, j'imagine que tu es avec nous puis que tu es là. Allô, OK, oui, là, je te vois. je suis bien présent. Donc, merci d'être avec nous, Adam Ménard, qui est pharmacien communautaire dans le Centre-Sud à Montréal. L'idée que j'ai eue, c'est que je me suis dit, mais qui de mieux qu'un pharmacien pour nous parler de la collaboration avec un pharmacien? Donc, j'ai demandé à Adam de venir avec nous aujourd'hui pour présenter l'outil qu'on a fait. Donc, à l'ESCODI, ce qu'on a essayé de faire, c'est de démystifier un peu l'ensemble du rôle pharmacien communautaire qui peut être mis de l'avant. Ça se dégage en 5 grandes actions
ajuster les ordonnances, prolonger l'ordonnance, substituer un médicament prescrit, l'administration d'un médicament et amorcer une thérapie médicamenteuse pour traiter des situations ou prévenir des problèmes de santé, à l'exception, bien évidemment, des substances désignées de la loi réglementant certaines drogues et autres substances. Donc, Adam va traverser avec nous de façon assez, là, on n'ira pas en profondeur, on ne va pas embarquer dans toutes les mécaniques, mais je pense que ce qui est important d'entendre dans cette présentation, c'est comment arrimer, comment collaborer, puis s'assurer d'une communication fluide avec nos pharmaciens communautaires, parce que vous allez voir, ça peut vraiment enlever un poids sur les équipes cliniques. Puis on le sait, on est en souffrance dans le réseau de la santé en ce moment, on n'est pas toujours les équipes complètes. Fait que comment qu'on peut mieux collaborer avec notre pharmacien communautaire? Donc, Adam, je te laisse la parole à y aller. Marie-Ève, je t'invite à interagir avec Adam pour rendre vraiment le truc concret pour que les gens comprennent bien ce qu'on peut faire de plus avec nos pharmaciens. Puis à la fin de la présentation, on va prendre à peu près 10 minutes pour vous présenter ça. Puis à la fin de ce 10 minutes-là, on va vous inviter à réagir, à nous poser des questions, puis on va essayer d'y répondre au mieux qu'on peut pour vous aider là, à bien mettre en place ces collaborations-là qui peuvent être vraiment gagnantes pour vous. Donc, merci beaucoup, Karine, pour l'invitation. Donc, je me présente encore une fois dans Ménard, pharmacien communautaire. Je vais vous démontrer l'outil qui se base principalement sur des relativement nouveaux pouvoirs que les pharmaciens ont reçus avec les diverses récentes lois, principalement la loi 41 et la loi 31. Donc, au point numéro 1, on voit que les pharmaciens, on peut ajuster l'ordonnance. Oh, on est rendu dans les courriels. Je crois qu'on ne voit plus la présentation PowerPoint, à moins que je sois le seul. OK, merci. Donc, c'est ça. OK. Donc, les pharmaciens ont le pouvoir d'ajuster les ordonnances thérapeutiques afin de s'assurer d'une bonne tolérance ou d'atteindre des cibles pharmaceutiques ou en cas de problème avec des thérapies. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire là, avec des médicaments qui peuvent être tant au niveau TAO qu'au niveau de médicaments comme des antihypertenseurs ou des médicaments contre le diabète. Donc, dans l'exemple des TAO, on peut ajuster, exemple, un médecin prescrit du Dilaudid avec une force, un nombre de milligrammes total. Le pharmacien aurait le pouvoir d'ajuster le dosage pris et la fréquence de prise tout en respectant la quantité maximale de milligrammes prescrits par un médecin ou par un prescripteur admissible. Donc, ça permet de mieux soulager le patient ou de mieux répondre à ses besoins. Pour ce qui est des antihypertenseurs, qui est un exemple un peu plus simple, on peut se fier sur on peut maintenant se fier sur des cibles qui sont scientifiquement reconnues sans avoir des cibles déterminées par le médecin. Donc, exemple, pour l'hypertension, si, exemple, on vise un 120 sur 80, bien, on peut, en faisant un suivi de la pression, soit à la pharmacie ou avec des résultats rapportés par le patient, si on voit que les résultats sont trop élevés, on peut augmenter la dose de certains médicaments pour s'assurer de venir atteindre ces fameuses cibles-là. Actuellement, on ne peut pas encore ajouter de nouveaux traitements. Par contre, on peut faire des opinions pour faire l'ajout avec les équipes traitantes. Pour ce qui est de la prolongation, oh oui, Marie-Ève. Oui, ben juste pour vous donner un exemple concret de comment vous pourriez l'utiliser, là, je pense que c'est surtout à ajuster l'ordonnance que ça va changer votre vie et celle de vos équipes, ben, partout, là, mais première chose, là, c'est pour des patients que vous avez de la difficulté à voir, donc en itinérance, des patients très instables, ou pour ceux et celles d'entre vous qui avaient de la misère à avoir des prescripteurs, qui n'avaient pas beaucoup de temps médecin, pas beaucoup de temps IPS, bien, dans le fond, vous pouvez utiliser votre prescripteur pour starter la machine, en bon guillemets, et le pharmacien fait l'ajustement incluant le TAO. Donc, vous pouvez commencer du TAO et dire au pharmacien, bien, augmente-le à toutes les semaines, de maximum temps, jusqu'à concurrence de temps. Puis moi, je le revois dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et les pharmaciens, il n'y a pas tous les pharmaciens qui sont à l'aise. Encore là, il y a comme une sensibilisation puis une formation à faire, mais pourraient donc faire vos inductions de TAO une fois qu'elles auront été commencées, tant que la procédure est claire. Ça, c'est la première chose qui est une révolution dans l'univers, on va se le dire. La deuxième chose, pour ceux d'entre vous qui veulent faire des sevrages d'alcool en externe, pour dire quelque chose, ou même des sevrages de benzo,
on peut clarifier les attentes avec le pharmacien. Puis c'est le pharmacien qui fait la supervision du décroissant de la médication qui a été choisie pour tranquillement sevrer le patient ou sevrer ses benzos sur des mois. Puis, la troisième chose, encore une fois, avec mon souci d'intégrer les gens d'entre vous qui font de la santé mentale, ça serait la même chose. Puis là-dedans, si je dis des niaiseries, tu m'arrêtes. Si, par exemple, votre psychiatre commence un traitement antidépresseur ou si votre psychiatre a besoin d'aide pour la santé physique, bien, voyez-vous comment le pharmacien peut être là pour tout le suivi de l'augmentation des doses, particulièrement dans la clientèle dont on parle. On arrive difficilement à les voir. Souvent, ils ne viennent pas à leur rendez-vous, mais souvent, ils vont être très réguliers en pharmacie. Fait que tout le suivi des maladies chroniques, des décroissants, des inductions peut être fait en collaboration tant que la procédure est claire là, dans l'ordonnance. Donc, pour nous, c'est un enjeu majeur parce que ça démocratise beaucoup l'accès aux soins là, pour nos patients, surtout dans les équipes où il n'y a pas beaucoup de prescripteurs. Vas-y, Adam, excuse-moi. Non, 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 il n'y a pas de souci. Puis, tu sais, mon exemple n'était pas très concret, mais tu sais, ça me fait penser, parfois, tu sais, les patients, ils peuvent, pour des raisons X, Y, Z, là, omettre certaines prises consécutives de médicaments et qui, là, techniquement, tu sais, seraient inactivés et là, peuvent être en sevrage, doivent aller consulter pour reprendre un traitement. Ce nouveau pouvoir-là pourrait nous permettre, avec l'accord généralement de la clinique ou en fonction, c'est du cas par cas, si on peut dire, mais les pharmaciens, puisqu'on les voit tous les jours, généralement, les patients, on a une bonne idée de savoir si on peut se sentir à l'aise de reprendre le traitement le temps qu'ils se fassent, qu'ils retournent consulter, mais on peut ajuster la dose à la dose de départ pour assurer une reprise sécuritaire du traitement tout en soulageant gardant notre patient au centre des priorités pour être sûr de diminuer les symptômes de sevrage. Entre autres, ça pourrait faciliter peut-être la rencontre clinique au niveau médical pour réévaluer. Je ne pense pas qu'il y ait nécessairement de plus-value d'avoir quelqu'un en sevrage là, pour une cueillette de données là, lors de l'évaluation médicale. Donc, ça peut nous permettre là, de garder le patient au cœur des priorités puis de permettre de reprendre un traitement de façon sécuritaire parce qu'on ne peut pas reprendre à la pleine dose, bien sûr. Mais c'est ça, il y a des petites technicalités par contre au niveau de tout ce qui est opioïdes, là, stupéfiants avec la fameuse loi fédérale. Par manque de temps, je vais passer rapidement sur la prolongation des ordonnances. Maintenant, les pharmaciens, ben, ça fait longtemps avant, on faisait du dépannage, on dépannait des ordonnances. Maintenant, on les prolonge officiellement légalement. Ça s'applique aussi sur les ordonnances là, de stupéfiants comme les opioïdes. On pourrait, dans certaines circonstances, le prolonger. On peut prolonger les médicaments aussi. Généralement, des médicaments qui sont pour des conditions chroniques. Ça n'a pas besoin d'être des médicaments qui sont pris de façon chronique tout le temps. Par exemple, la dysfonction rectile est généralement un problème qui est chronique, mais que le médicament n'est pas pris à tous les jours. Donc, on pourrait, si on le juge pertinent, prolonger l'ordonnance pour ce genre de traitement-là. Même chose pour des pompes pour de l'asthme, par exemple. Fait que, ça s'applique sur plusieurs choses, mais c'est à la discrétion du pharmacien selon son jugement clinique, bien sûr. Pour la substitution des médicaments, il y a différentes mesures, mais exemple, en cas de rupture d'approvisionnement, si on a un problème au niveau de l'administration, exemple, la personne a de la difficulté à avaler les comprimés, on peut substituer un médicament pour une autre forme, on peut modifier, exemple, là, le Valsartan fut en rupture de stock il y a jadis autrefois, on a pu changer les patients à du Candesartan ou à un médicament d'une classe qui serait comparable sans avoir l'autorisation préalable du médecin. Pour pouvoir simplifier le processus et éviter un arrêt de traitement. On peut faire la même chose aussi s'il y a un risque au niveau de la sécurité. Si on juge en tant que pharmacien que le traitement n'était pas sécuritaire, on pourrait le substituer pour autre chose. Lorsqu'il est discontinué, même chose aussi. Et là, quand il n'est pas disponible au sein de l'établissement, ça, c'est plus en centre hospitalier. Là. Les médicaments hors formulaire, ils vont les substituer automatiquement vers un médicament de même force là, dans la même famille de médicaments. Généralement, dans le cadre d'un TAO, un exemple pertinent dans les dernières années, il y a eu des ruptures d'approvisionnement du Cadian. On a pu, dans ces cas-là, remplacer les gens. C'est de
la morphine longue action 24 heures, le médicament a pu être comme ajusté, substitué par les pharmaciens pour de la morphine à libération 12 heures. Donc, on garde la même molécule de base, la morphine. On va venir ajuster la libération pour une formule 2 fois par jour lors de la rupture d'approvisionnement. Donc, ça nous a permis d'enlever un poids administratif sur les équipes traitantes. Donc, ça, c'est quelque chose qui est pertinent. Mais en tant que tel, ça ne touche pas, malheureusement. Un meilleur exemple que je peux donner, c'est la testostérone injectable. Elle est toujours en rupture de stock. On n'a pas le droit légalement de changer quelqu'un de la testostérone X à la testostérone Y, puisque c'est un médicament qui est narcotique, puis c'est pas exactement le même sel. Technicalité, mais ça ne s'applique pas pour l'ensemble des médicaments existants, malheureusement. Pour ce qui est de l'administration d'un médicament dans le contexte de situation d'urgence, ça va être principalement EpiPen et du salbutamol là, lorsque quelqu'un aurait vraiment une crise asthmatique sévère. Là, question de vie ou de mort, on pourrait, ou du Narcan, naloxone, on pourrait injecter ce produit-là à ces fins-là en pharmacie. Actuellement, on peut administrer aussi à des fins d'enseignement. On ne peut pas administrer à des simples fins d'administrer encore, mais ça devrait venir bientôt avec la fameuse loi 67 qui n'est pas encore en vigueur, mais qui s'en vient prochainement. Si on passe à la diapositive suivante, je crois qu'on a les prochains points. Qui est quand même un gros point. On a le droit aussi d'amorcer des thérapies médicamenteuses pour des problèmes de santé, je ne vais pas dire courants, mais qui nécessitent qui peuvent nécessiter un début rapide de traitement. Exemple, quand on a une suspicion de zona, on ne peut pas diagnostiquer, mais on a des bons outils qui nous aident à déterminer certaines conditions et tout. Donc, si on suspecte un zona chez quelqu'un, excluant certaines choses comme la tête, on a le droit de débuter un traitement instantanément, mais le patient doit être vu par un prescripteur dans les 3 jours suivants le début du traitement pour confirmer le diagnostic et faire un suivi approprié. Mais il y a la liste ici de diverses conditions dans lesquelles on peut débuter de façon autonome un traitement. Donc, si quelqu'un, par exemple, a après une cueillette de données, on se rend compte qu'il aurait peut-être besoin d'une PPE, une prophylaxie post-exposition au VIH, on peut instaurer d'emblée un traitement avant que la personne soit prise en charge par un médecin pour diminuer le plus possible le risque d'une transmission possible. Le patient doit être référé après ça à un médecin pour être évalué, faire les prises de sang en conséquence. Oui, Marie-Ève? Oui, ben c'est juste pour porter l'attention de tout le monde là, à quel point il y a des choses utiles pour nous avec nos populations, encore plus peut-être pour nos femmes. Fait que tout le volet contraception d'urgence, le volet contraception point, l'initiation pour les 6 premiers mois, mais c'est sûr qu'on a beaucoup de cas de PPE dans nos patients, de partenaires exposés chlamydia gonorrhée, de demandes de cessation tabagique. Fait qu'il y a vraiment là, fait que regardez-les bien parce que on peut tout faire ça en collaboration avec notre pharmacien. Encore une fois, on vous invite à devenir meilleur ami avec vos pharmaciens communautaires, puis on le sait qu'il y en a qui sont peut-être plus willing que d'autres, puis c'est bien correct, mais ça fait en sorte qu'on peut quand même faire une bonne partie du panier de services minimal, tu sais, via notre collaboration avec le pharmacien. Fait que même souvent, on dit, ben c'est l'infirmière qui déploie le panier minimal, mais voyez-vous, comme finalement le pharmacien communautaire a dans ses mains plusieurs cartes aussi. Oui, puis on peut prescrire, ça peut sembler anodin, mais on peut prescrire des médicaments de vente libre qui sont généralement à débourser pour les patients. Dans le contexte que des médicaments qui existent comme l'acétaminophène et l'ibuprofène qui sont couverts par l'assurance maladie, nous, ça nous permet de prescrire ça à nos patients. Donc, c'est couvert d'emblée à 100% par l'aide sociale pour les gens qui n'ont pas d'emploi. Donc, ça leur permet un accès plus facile à la médication. Fait que, ça fait partie, des fois, du polysporin. Il y a une version qui est couverte aussi par le gouvernement qu'on peut leur donner pour des petites plaies mineures qui peuvent aider. Les produits comme pour la pédiculose, comme pour les poux, pour la gale. Actuellement, malheureusement, c'est ce que je passe beaucoup. Poux, gale, du polysporin, Tylenol, Advil. C'est quand même des choses qui peuvent aider au quotidien nos patients à avoir accès à ça.
Mais De sinon, là, comme toute l'importance, comme je disais au début, là, de vous assurer que la personne elle a sa RAMQ, puis qu'elle a sa couverture médicaments pour que les aidants de ce monde puissent permettre la couverture de l'ensemble des médicaments qui sont disponibles là, sans prescription, qui sont en vente libre, mais que les gens qui n'ont pas les moyens ne vont pas nécessairement être en capacité de se payer. Donc, c'est vraiment important là, d'agir en amont de la rencontre avec le pharmacien. Je m'excuse, Adam, euh, je voulais juste non, non. repousser sur le clou de l'importance de vous accompagner comme il faut si on veut que vous nous accompagniez comme il faut dans nos équipes. Oui, exactement. Il y a aussi tout l'aspect vaccination qui est possible là, de faire. Là. On a plusieurs vaccins qui sont accessibles gratuitement et puisque il s'agit d'une population qui est vulnérable, généralement, la majorité des vaccins peuvent être gratuits pour cette population-là. Donc, on est aussi une porte d'entrée intéressante à ce niveau-là. Ça me fait penser que pour les gens qui parfois sont en attente d'aide sociale ou qui n'ont pas de paiement, il existe parfois certains organismes ou fondations qui peuvent aider à couvrir temporairement certains frais pour permettre de débuter un traitement. Euh, Ça peut varier, j'imagine, de région en région, mais ça peut valoir la peine de s'informer si vous n'en connaissez pas, de voir si ça existe dans votre région pour y avoir accès pour pouvoir débuter les soins un peu plus rapidement auprès de cette population. Euh, les pouvoirs que les pharmaciens on a une exemption en lien avec la COVID là, du gouvernement fédéral là, qui est valide actuellement jusqu'au 30 septembre 2026. Possiblement que ça va être prolongé ad vitam aeternam si on n'a pas fait de dommages. Mais je trouve que c'est super bien pour nous et surtout pour les patients pour assurer une meilleure sécurité. On peut maintenant transférer des ordonnances de narcotiques, de benzodiazépines. Dans le temps, il fallait avoir absolument une nouvelle prescription ou sinon, si on transférait une benzo, elle restait prise dans la. On pouvait transférer une fois puis elle restait prise là-bas. Fait que quelqu'un partait en Gaspésie, avait oublié ses activants à Montréal, transféré en Gaspésie et restait pris en Gaspésie la prescription là-bas. Fait que là, ça diminue grandement le fardeau administratif, j'espère, de votre côté. Fait que maintenant, on peut transférer la totalité de l'ordonnance à un endroit et la retransférer en totalité à un autre endroit. Ça fonctionne aussi interprovince au sein du Canada. Donc, tous ces pouvoirs-là sont temporaires jusqu'à preuve du contraire, mais espérons vont être prolongés indéfiniment d'ici le 30 septembre 2026. On peut aussi prendre maintenant les ordonnances téléphoniques des médecins. Donc, avant, il fallait absolument que ce soit par papier, mais maintenant, on peut faire des prescriptions verbales. Et on peut aussi, comme je vous expliquais, ajuster la dose. On en reçoit, nous, souvent des ordonnances, entre autres, exemple de Cadian qui nous permettent d'augmenter après un certain nombre de jours, une certaine force à la fois selon est-ce qu'on objectif du nodding, de la somnolence, est-ce que c'est bien toléré, si le patient a des symptômes de sevrage ou se plaint de sevrage, on aurait le droit légalement d'augmenter la dose avec l'accord du médecin du Cadian. Donc, il n'y a pas besoin d'aller reconsulter à chaque fois pour optimiser son traitement. Puis après ça, en se fiant soit au DSQ ou en nous contactant pour confirmer l'information, ben, l'équipe médicale elle peut prendre le relais pour réévaluer à la date convenue le traitement et la marche à suivre pour le reste, en fait, pour la suite. Juste avant de prendre vos questions, puis merci beaucoup, Adam. Donc, j'insiste sur quelques points. Pour ceux et celles d'entre vous qui sont des gestionnaires qui couvraient des services en TAO, c'est la révolution. Utilisez-le pour que le pharmacien optimise les doses, mais aussi ce qu'Adam a dit, pour faire des redosages ou des diminutions de doses après 2 ou 3 jours sans avoir à passer par vous ou sans avoir à être coupé pour la fin de semaine, là, ce qui était vraiment fréquent dans le bon vieux temps. Fait que merci mon Dieu qu'on est ailleurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Marie-Josée va le mettre dans le chat, mais je vous rappelle qu'on a eu une lettre assez claire du ministère nous invitant dans nos équipes à distribuer, nous aussi, de l'analoxone dans nos équipes. Mais c'est un peu un parcours du combattant. Donc, je dis ça, je ne dis rien, mais des fois, quand c'est encore difficile d'avoir de l'analoxone pour vous, au début, la plupart des équipes ont passé par un partenariat avec un pharmacien communautaire dans les équipes avant que notre pharmacie d'hôpital trouve les procédures, le remboursement et tout le tralala. Donc, just saying. Puis peut-être l'autre chose, dépendant de vos territoires, de votre organisation de service, on sait beaucoup des pharmaciens communautaires qui vont desservir nos CRD et nos RHD. Puis c'est pas toutes nos RHD qui
s'ouvrent au TAO, puis souvent, c'est par un manque de soutien. Fait que si vous n'êtes pas loin, puis il y a un pharmacien communautaire volontaire qui n'est pas trop loin, c'est assez facile, toute chose étant relative par ailleurs, à déployer, d'offrir l'ensemble ou en tout cas de permettre à tous nos patients de transitionner vers les RHD. Fait que si vous avez des problèmes d'accès aux patients sous TAO dans vos RHD, je vous invite à voir votre pharmacien communautaire le plus champion, pas trop loin. Puis on réussit à faire des beaux partenariats puis à déployer ça. Donc, on a, entre autres, levé cet enjeu-là là, récemment chez nous à l'Exode, grâce à un pharmacien communautaire qui est vraiment soutenant. Ça ouvre pour plein de patients qui en avaient fièrement besoin l'accès là, au dégrisement puis au RHD. Fait que juste des petites pistes de réflexion pour bonifier vos trajectoires de services puis déloader un peu vos services aussi là, aux besoins.